Excellente soirée à toutes et à tous et un grand merci pour avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Prenons d'abord l'essentiel de ce qui constituera ce journal. Dès ce samedi 15 août 2020, des activités des églises reprennent sur toute l'étendue du territoire national. À travers les pays, les lieux de culte s'activent pour la reprise dans le respect des gestes barrières. Ils interviendront dans ce journal à partir de leurs provinces respectives. Il s'agit de Rémi Moussense, bourgmestre de la commune annexe à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Et elle intervient également dans ce journal Nathalie Kambala Loussé, secrétaire exécutive de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï à Kananga. Les églises s'ouvrent ce dimanche 16 août 2020 à travers la République car la mesure interdisant les cultes prend fin ce samedi 15 août. À Kinshasa, bon nombre d'églises prennent des dispositions idoines dans le cadre des gestes barrières. C'est le cas de l'église Sang Précieux de Matongé dans la commune de Kalamo que dirige le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba. Je veux plutôt le détail avec Papi Katassi. D'urgence, lever l'heure et à la reprise des activités dans les différentes églises à travers le territoire national. À l'église Sang Précieux de Matongé dans la commune de Kalamou, le pasteur Jean Bosco Kindomba évoque les 4 mois d'inactivité qui, selon lui, a servi de rétrospection sur la marche de son église. Déjà, moi comme leader, ça m'a permis de passer vraiment en détail toute l'organisation de l'église, dans le moindre détail, parce que souvent, je n'avais pas cette occasion-là. Tous les secteurs, je les passais à peine fin pour savoir les tenants et les aboutissants, nos points forts et nos points faibles. Pour la reprise, des dispositions idoines sont prises pour l'organisation des cultes. Nous avons suffisamment de masques. Pour ceux qui n'auront pas de masques, nous aurons des thermomètres, n'est-ce pas? Nos équipes de protocole, nos équipes de sécurité. Et là, par exemple, aujourd'hui, déjà depuis hier, tous ceux qui doivent travailler à l'église, donc je parle de choristes, de protocole, ils ont fait un test, n'est-ce pas, de Covid-19 parce que nous ne voulons pas que les gens soient contaminés à partir de l'église. L'église, c'est l'endroit de la vie, ce n'est pas l'endroit de la contamination. Et tout en saluant la réouverture des églises à travers le territoire national, Jean Bosco Kindomba, le numéro 1 de l'église Sang Précieux, insiste que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit au centre des différentes prêches à travers les maisons de l'Éternel sur toute l'étendue du territoire. Notre reporter Popol Ziakwa, lui, s'était rendu à la paroisse Saint-Maximilien de Kolbe à Selembao pour faire le constat des préparatifs de l'ouverture. C'est plutôt son reportage rendu ici par Papi Katassi. Les chrétiens attendent impatiemment ce grand jour de l'ouverture des églises qui aura lieu ce dimanche 16 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Mobilisés dans un esprit et se donnant à rendre le lieu des cultes propres, comme le demandent les images en cette paroisse Saint-Maximilien de Kolbe à Selembaou, pour son curé, le père Faustin Mboula, la joie est immense de revoir ses fidèles après 5 mois de fermeture, surtout que les jours coïncident à la solennité de l'Assomption de la Marie, la mère de Jésus. Nous avons la joie de revenir dans l'église pour prier. C'est ça la plus grande joie pour toute la République et particulièrement pour le Congo et d'une manière particulière pour notre paroisse Saint-Maximilien. De même pour les fidèles de cette paroisse qui ont aussi exprimé leur joie. Nous sommes ici à la paroisse Saint-Maximilien Kolbe. C'est déjà l'ouverture, demain ce sera déjà l'ouverture de la paroisse, comme vous le voyez. Donc les chrétiens sont vraiment très contents de revoir encore les activités, de recommencer, parce que les activités étaient tout était bloqué. Nous sommes dans une joie immense, parce que après les 4 mois les 4 mois pendant lesquels nous sommes restés tous à la maison, nos églises étaient fermées.
Aujourd'hui, c'est une très très grande fête parce que nous allons encore louer, glorifier, chanter le Seigneur pour cette ouverture. À tous les chrétiens, bonne dévotion. Même ambiance en province, à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, les églises ayant dimanche comme jour sabbatique ont procédé au dernier réglage. Notre correspondant Junior Kani qui nous propose ce reportage. C'est bel et bien ce samedi 15 août 2020 qu'a été prévue l'ouverture des lieux de culte des différentes confessions religieuses sur toute l'étendue de la RDC. Et c'est conformément à la décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, prise lors de la levée de l'état d'urgence sanitaire. À quelques heures déjà, à Lubumbashi, tout comme dans d'autres villes de la province du Haut-Katanga, les préparatifs vont bon train. Surtout pour ces églises ayant pour dimanche comme jour sabbatique. Oui, nous sommes prêts parce que nous nous attendions à cela depuis longtemps. Nous étions dans l'attente pour écouter les mesures, la décision du chef de l'État pour que nous puissions recommencer avec les activités. Je pense que nous nous sommes efforcés de préparer les gels, de préparer les seaux pour que les enfants de Dieu puissent s'y laver les mains. Pour ceux des enfants de Dieu qui viendront vers les Cache-nez, ils vont participer avec nous. Ceux qui ne seront pas prêts, nous allons leur demander de venir durant la semaine à condition d'être munis de leur Cache-nez. De leur côté, les autorités politico-administratives s'apprêtent à descendre sur terrain pour constater l'observance des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Pour les églises, nous avons déjà un calendrier. Nous allons descendre dans des églises au niveau de mon entité, au niveau de la commune annexe, pour voir l'effectivité de la mesure telle que demandée par le chef de l'État. Donc il faut qu'il y ait ces mesures-là, il faut qu'il y ait observance de ces mesures-là. Alors nous comptons organiser une tournée déjà ce dimanche pour aller voir dans mon entité s'il y a observance de ces mesures-là telles que demandées par le chef de l'État. Il s'est de rappeler que c'est depuis le 19 mars dernier que les églises ont été fermées après que le chef de l'État ait décrété l'état d'urgence sanitaire suite à la pandémie à coronavirus. De son côté, le ministre de la Santé du Tanganyika, Natacha Mulange Mpundu, a réuni les chefs des différentes confessions religieuses dans son cabinet de travail pour leur communiquer quelques dispositions prises par le gouvernement provincial pour que leurs fidèles soient protégés contre la Covid-19. Les détails avec notre correspondant sur place, Moma Fataki. Consécutivement à la levée de l'état d'urgence, tel qu'est décidé par le chef de l'État le 21 juillet, et pour des églises, c'est 15 août 2020, pour que les fidèles des différentes églises puissent se réunir comme à l'accoutumée à partir de ce dimanche 16 août. À cette occasion, le ministre provincial de la Santé, Natacha Mulange Mpundu, a réuni les responsables de différentes religions dans son cabinet de travail pour leur communiquer quelques dispositions à prendre pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Pour Madame le ministre, a communiqué aux responsables des confessions religieuses de disposer des lave-mains ainsi que des savons liquides à l'entrée des lieux de culte, le port obligatoire des masques par tous les fidèles et le prélèvement obligatoire de la température à l'entrée de l'enceinte du lieu de culte ainsi que la distanciation physique au moins d'1 mètre. Pour les responsables de la confession religieuse, ils étaient tous contents par ces décisions prises par le gouvernement provincial et ils ont profité de lancer un message aux fidèles de respecter ces mesures car la maladie existe. Le message, c'est qu'on peut dire aux fidèles que la maladie est là, la pandémie est là. Il ne faut pas être distrait parce qu'on n'a pas un cas au niveau de la province de Tanganyika. Sinon, bientôt nous allons recevoir les passagers qui vont venir de Bujumbura, de Bukavu, de Goma, de Kinshasa, de partout. C'est possible que la maladie nous arrive et nous devons veiller sur ça. Il ne faut pas être distrait qu'il n'y a pas de maladie. Non, c'est faux. Signalons qu'à partir de ce dimanche 16 août, que les églises et les mosquées ouvriront ses portes. Justice et paix Congo de la Senco et la commission Justice, paix et sauvegarde de la création de l'église du Christ au Congo et CC ont procédé à la remise de kits de sensibilisation contre la Covid-19 le vendredi 14 août aux points focaux communaux dans le cadre du projet d'appui à la prévention contre la Covid-19 en RDC pour les changements de comportement. Ce projet est financé par l'Union européenne. Sylvie Fortuné Mboula.
Dans le cadre du projet Appui à la prévention contre la Covid-19 en RDC, par la communication pour le changement de comportement pendant et après l'épidémie, le consortium Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo SCC a procédé au cours de cette cérémonie au centre interdiocésain de Kinshasa à la remise des kits de sensibilisation contre la Covid-19, aux points focaux, communaux et messagers de vie. Ces personnes seront déployées à travers le pays dans les 312 communes, tant urbaines que rurales, pour sensibiliser la population congolaise sur l'existence et le danger que représentent ces virus, particulièrement dans un pays où les infrastructures sanitaires sont insuffisantes, a souligné le père Clément Makiobo, secrétaire exécutif de Justice et PSENCO et coordonnateur du projet. Ainsi, la levée de l'état d'urgence sanitaire n'est pas synonyme de la fin de la Covid-19. Au-delà d'une sensibilisation ordinaire face à cette pandémie, les deux commissions justice et paix tiennent à obtenir le changement des comportements de la population face, d'une part, à cette maladie en présence, mais d'autre part, à toute autre maladie épidémiologique qui pourrait intervenir. Vous savez qu'au-delà de la Covid, il y a le choléra, il y a Ebola qui rentre dans le même terme des maladies épidémiologiques. La SENCO a été représentée par son deuxième secrétaire général adjoint, l'abbé Georges Kalinga, et l'ECC par son premier vice-président national. Ces kits de sensibilisation contre la Covid-19, qui sont essentiellement composés de banderoles, affiches et mégaphones, ont été financés par la délégation de l'Union européenne en RDC. Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, a fait les 13 et les 14 août la ronde de quelques établissements scolaires à travers la ville-province de Kinshasa. L'essentiel de ce périple de la très distinguée première dame dans ce reportage de Willy Kacha et Papi Katasi. Beaucoup de surprises et de motivations à l'endroit des élèves finalistes des humanités. Au cours de sa tournée à travers plus de 10 écoles dans la ville de Kinshasa, profitant de la levée de l'état d'urgence, Denise Nyakeru Tshisekedi, la très distinguée première dame de la République, a réaffirmé son engagement à soutenir les études universitaires des élèves ayant obtenu au moins 85% aux examens d'État. Elle a encouragé aussi les écoliers à donner le meilleur d'eux-mêmes en dépit de la crise sanitaire due à la Covid-19 qui perturbe le bon déroulement des études. Ces bourses, signalons-les, font bien partie du programme Excellencia, lancé l'année dernière et qui a permis à 114 lauréats de poursuivre leur cursus académique. Du collège Boboto, lycée Sacré-Cœur, Molende, Movenda, en passant aussi par l'institut Kanchachi et Kankokolo, Aurore et Mickey, l'impression était plutôt bonne. Vous avez des examens, vous avez des épreuves à passer, donc concentrez-vous, j'ai confiance en vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que demain, le Congo ne pourra pas compter sans vous. Vous êtes l'espoir du Congo. Vous êtes aussi des potentiels candidats. Donc je vous encourage à me faire un 85% au moins pour être sélectionné, très sélectionné. Ensuite, il y aura des épreuves pour pouvoir accéder à ces bourses d'études. Toujours lors de son passage aux établissements scolaires précités, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a prêché sur l'importance des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. À l'occasion, elle a fait un don aux écoles de gel hydroalcoolique, masques, thermoflash et autres. L'intégration africaine pour la paix et le développement régional, géopolitique congolaise pour la relance de la CPGL est le thème du mémoire défendu par le chef des travaux José Kaloumiré pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en relations internationales. La défense a eu lieu le vendredi 14 août 2020 à l'Université pédagogique nationale. Reportage Papi Katasi. L'intégration africaine pour la paix et le développement régional géopolitique congolaise pour la relance de la CPGL, c'est le sujet défendu par le chef des travaux Kaloumiré Zialiroua José pour l'obtention du titre de diplôme d'études approfondies en relations internationales. Dans sa défense, le récipiendaire a expliqué les objectifs fondateurs de cette organisation sous-régionale, ses réalisations dans les différents secteurs et le rôle joué par la République démocratique du Congo. Le chef des travaux, José Kaloumiré, a aussi évoqué les quelques possibilités pour la relance de cette organisation sous-régionale. Après avoir siégé à huis clos, les membres du jury ont donné la mention grande distinction à l'impétrant José Kaloumiré, qui devient désormais
détenteur du diplôme des titres approfondis en relations internationales. Nous avons essayé d'analyser un peu les différentes organisations sous-régionales et particulièrement la communauté économique des pays des Grands Lacs, la CEPGL. Nous avons fait un constat d'échec de cette communauté et voir dans quelle mesure on peut la relancer. La relancer pas dans sa formule actuelle, mais dans une formule bien élargie. C'est-à-dire essayer de l'élargir avec les autres États qui partagent peut-être les mêmes ambitions, notamment les États de l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas, qui ont un certain niveau de développement, qui ont un certain niveau plus ou moins acceptable de gouvernance et aussi de démocratie. À titre de rappel, le jury était composé des professeurs Bongeli Yekelo Yato, Boulaïmou Augustin, Lukiana Mabondo et Kabouita, respectivement président, secrétaire, promoteur et copromoteur. Au regard des risques de tension aussi bien sur le marché de biens et services que celui d'échange, le comité de politique monétaire CPM vient de décider de resserrer son dispositif de politique monétaire avec le relèvement du taux directeur de la Banque centrale du Congo qui quitte de 7,5% à 18,5%. Cette décision permettra ainsi de contenir l'expansion monétaire. Le CPM exhorte par ailleurs le gouvernement à poursuivre les efforts d'ajustement budgétaire sans oublier la mobilisation des recettes à l'interne. Suivez pour ce faire le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. La situation actuelle sur le marché d'échange, il s'observe une stabilité relative. Nous avons clôturé hier 14 à 17 heures de marché avec un taux interbancaire à 1960. Et les banques aujourd'hui vendent à tout au plus 2010. Et il y en a qui vendent à 2000, 2008, 2010. Il y a des banques qui m'ont dit qu'elles ont des devises mais ne trouvent pas preneur. C'est déjà une bonne situation où les francs sont recherchés sur le marché. Les banques achètent, descendent même jusqu'à 1970, 1950. Donc aujourd'hui, même nous n'avons pas été preneurs parce que nous voulons d'abord observer l'évolution de la liquidité. Laquelle liquidité en francs congolais est en manque du côté de banques. Lorsqu'on regarde leurs réserves excédentaires, sont négatifs aujourd'hui à moins 178 milliards. Hier, on était à moins 68 milliards. Donc la situation s'est encore aggravée. Il s'est de rappeler que lorsqu'on avait enregistré le premier décrochage du taux au mois d'avril, ces réserves avaient dépassé les 350 milliards en positif. Donc aujourd'hui, on est vraiment négatif. Donc la marge de manœuvre de faire du trading sur le marché d'échange est très faible, pour ne pas dire de spéculer sur le marché d'échange. Mais les banques ne spéculent pas, ce sont les autres. Mais la liquidité, elle est d'abord dans les banques. Mais comme elle est en train de se resserrer, je crois que nous allons assister même en dehors, à nos banques, au resserrement de cette liquidité. C'est vrai que le marché parallèle, il y en a qui fixent jusqu'à 2020, 2030, il semble. Mais ça doit être spéculatif parce que ceux qui fixent à ce prix doivent seulement aller auprès de banques chercher les devises. Donc, il y a toujours une résistance à la baisse de prix du fait que certains bureaux de change, certains changeurs qui ont acheté à un taux élevé résistent à baisser, à vendre plus bas. Donc aujourd'hui, nous avons un optimisme quant à la stabilité, mais il faut encore tenir dans les mesures de stabilisation. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Du côté budgétaire, les mesures de stabilisation, c'est cet ajustement budgétaire qui continue de manière à toujours exécuter le budget sur base caisse. Nous avons gelé momentanément les dépenses non contraignantes, non prioritaires, et nous nous sommes interdits avec le ministère des Finances et du Budget de créer des déficits supplémentaires, même si pendant la journée on peut commencer avec un excédent, on termine avec, mais on tient à ce que ça soit dans les limites très faibles, donc plus des déficits importants supplémentaires. Plutôt, il faut dégager des marges budgétaires. Lutte contre la fraude minière en RDC. Dès la semaine prochaine, un bureau de traçabilité sera installé à Kinshasa afin de permettre à tous les intervenants et acteurs de ce secteur de savoir qu'est-ce qu'il faut payer à l'État congolais et comment le faire en toute transparence. Reportage de nos confrères de Kin 24.
Pendant près de 4 heures, Maître Pascal Niembo a présidé une réunion à laquelle ont pris part, entre autres, le représentant de l'OGFREM, de la DGDA, de la DGRAD et du ministère de Mines. Objectif, faire sauter tous les verrous en rapport avec l'installation d'un bureau de traçabilité à Kinshasa. Toutes les sous-commissions ont été entendues et ont défendu un travail de titan abattu au cours de longues heures de travail. La sous-commission logistique a présenté les besoins techniques du bureau de traçabilité et les conditions de l'aménagement de la salle où sera installé ce bureau. La sous-commission juridique a soutenu et démontré l'existence de tests légaux en rapport avec la création du bureau de traçabilité ainsi que les lois et règlements qui sous-tendent la participation de tous les services à ce bureau de traçabilité. La sous-commission financière, elle, avait réfléchi sur le droit et taxes reconnus aux services qui vont travailler dans le bureau de traçabilité ainsi que leur origine légale. En parfait légaliste, Maître Pascal Niembo Mouyumba s'est personnellement rassuré que tous les frais qui seront perçus par le bureau de traçabilité soient justifiés par les lois de la République. Et une brochure sera même mise à la disposition des opérateurs miniers pour qu'ils soient informés de ce qu'ils doivent réellement payer à l'État congolais. Grâce à l'installation du bureau de traçabilité, la fraude minière en RDC va prendre un coup mortel. Le bureau de traçabilité aura un impact très sensible à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est-à-dire qu'on va réduire le temps d'exportation, donc de procédure d'exportation. Au lieu que ça prenne encore plusieurs jours, ça pourra prendre tout au plus 48 heures, de 24 heures à 48 heures. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça va nous éviter toutes les tracasseries auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs miniers qui sont en train d'exporter à partir de chez nous. Bien avant la réunion sur l'installation du bureau de traçabilité, le directeur général du CEC avait reçu dans son cabinet de travail le nouveau coordonnateur national de l'ITIE. Nommé il y a quelques jours, Jean-Jacques Kayembe était venu présenter ses civilités à Maître Pascal Niembo. Je suis venu voir le DG du CEC parce que c'est une entité avec laquelle nous allons travailler, que nous avons toujours travaillé, pour essayer de fiabiliser la qualité des informations que nous publions dans le rapport ITIE. Donc c'est un partenaire de premier plan. Il fallait que je commence par rencontrer M. le DG pour redynamiser les activités entre les deux entités de l'État. Sauf changement de dernière minute, le bureau de traçabilité de Kinshasa sera inauguré la semaine prochaine. Voilà, nous allons à présent nous entretenir avec le bourgmestre de la commune annexe de Lubumbashi qui est déjà en direct. D'ailleurs, on vous l'avait présenté en début de ce journal. Il s'agit de M. Rémi Moussense à qui j'ai dit bonsoir, monsieur le bourgmestre. Bonsoir, monsieur James. Vous êtes le bourgmestre de la plus vaste commune de Lubumbashi du point de vue de sa superficie et nous voulons savoir comment, à votre niveau, vous avez géré cette crise de la Covid-19. Merci beaucoup pour la question. Ce qui est vrai, c'est que la commune annexe est bénéficiaire de la violence minière. Ça fait au moins une année que nous touchons cet argent-là. C'est grâce au code minier que nous sommes bénéficiaires de cet argent et cet argent-là nous a permis de faire quelque chose au niveau de la commune, c'est-à-dire nous avions des projets, nous avions les plans de développement local et c'est à travers ces plans-là qu'on a eu à utiliser cet argent. Nous avions ouvert 3 chantiers. Le premier chantier, c'était d'apporter de l'eau à la population. Vous savez, avec cette maladie de coronavirus et même les maladies diarrhéiques, si la population n'a pas d'eau, en tout cas c'est regrettable parce que vous savez, l'eau nous aide à beaucoup de choses, à laver les mains, à faire les cuissons, tout ça, bouillir de l'eau, tout ça, pour nous protéger contre cette pandémie de coronavirus, entre autres, c'est la belle-mère. Et en dehors de ça, il y a un besoin qui était aussi pressant, c'est que la commune annexe a des problèmes avec des routes. Nous sommes une grande commune, vous venez de le dire. Nous savons que
s'il n'y a pas de routes, il n'y a pas de développement. La raison à laquelle nous avons pensé aussi réhabiliter quelques routes avec l'Office de Paris et Drainage. Nous sommes là, nous avons ouvert aussi 3 axes. Et nous sommes sur terrain, nous sommes en train de construire pendant ce temps que je vous parle des drains. C'est pour permettre que l'eau puisse bien couler et pour qu'il n'y ait pas de problème. Peut-être une dernière préoccupation, monsieur le bourgmestre. Vous avez lancé il y a peu les systèmes de numérisation à la commune et instauré les systèmes de cartes de service numériques. Est-ce que vous pensez que cela est prioritaire par rapport à tous les autres problèmes auxquels fait face votre commune? Nous sommes dans un monde qui évolue, un monde qui se développe. Et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas installer un système de sécurité au niveau de la commune annexe. Et même nous payer quelques machines pour permettre à nos agents, à tout ce que nous avons comme agents de bien travailler. Et je crois que c'est une priorité parce que nous sommes en train de vivre la mondialisation, la modernité, si on peut le dire. Faire une présence automatique ou bien par machine, ça coûte quoi? Ça ne coûte rien parce que auparavant, pour votre information, nous avons eu à connaître des vols ici au niveau de la commune. Il y a des véhicules qui ont été volés, même l'argent volé, les chaises n'en parlent même pas. Maintenant, c'est tout à fait normal. Là où nous travaillons, qu'il y ait quand même un système sécuritaire pour voir s'il y a les malfrats, les gens mal intentionnés, les gens qui ne veulent pas le développement de notre entité, qu'ils soient repérés et peut-être arrêtés et amenés en justice. Donc ça c'est très clair. Bon, c'est pas ce que vous pouvez dire, bon, vous avez fait ça parce que les gens parlent mal contre nous. Non, j'ai été invité un jour à Colisée, il faut aller voir les bureaux qui sont là-bas. Ici, c'est presque rien. J'ai été invité à Campemba, mon collègue de Campemba m'a invité pour voir ce qui se passe là-bas. Ils ont le même système qu'ici. Donc nous sommes en train de nous moderniser. Donc moi je ne vois pas les problèmes. Le problème c'est que les gens avec qui nous travaillons, il faut qu'ils s'adaptent. Nous avons payé des machines, nous avons payé... il faudrait que tout le monde apprenne à écrire à la machine. Je crois que c'est très important. Voilà, merci. Merci, monsieur le bourgmestre. Je rappelle que je venais de m'entretenir avec monsieur Rémi Moussense, bourgmestre de la commune annexe, en direct de Lubumbashi. Voilà, on va passer à une autre invitée. Celle-là, nous allons nous entretenir avec elle en direct de la province du Kasaï central, précisément à Kananga. Il s'agit de madame Nathalie Kambala Loussé qui mène de main de maître une ONG de femmes de ce côté-là. Elle est en direct déjà avec nous et vous l'avez également aperçu en début de ce journal. Madame Nathalie Kambala Loussé, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous, madame, nous présenter brièvement votre structure? Oui, merci. Moi, c'est madame Nathalie Kambala. Je suis secrétaire exécutive de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï. Je suis ici depuis 2012 qu'on a créé cette structure et cette structure est créée dans le cadre de promouvoir les atouts de la femme. Et c'est depuis 2012 que nous avons commencé à œuvrer dans l'espace Kasaï et nous avons des ambitions aussi de créer notre structure en dehors de notre province. Dites-nous, madame, quelle est actuellement la situation de la femme au Kasaï central? Oui, le tableau de la situation de la femme au Kasaï central est un peu sombre dans tout le domaine aujourd'hui. Nous sentons que la femme au Kasaï central est un peu négligée ou son rôle est au second plan et son rôle aussi est réduit aux tâches ménagères. C'est par exemple dans le cadre aujourd'hui de la politique, si vous regardez bien, la femme représente 6% de la représentativité de la femme à des postes de prise de décision et nous faisons des efforts pour sensibiliser les femmes et même les autorités à respecter la parité et même le gender.
mais c'est encore difficile avec tous ces stéréotypes, les pesanteurs culturelles qui entourent notre culture au Kasaï central. Et sur le plan économique, aujourd'hui, vous verrez que l'économie ou soit la pauvreté au Kasaï central a un visage féminin de telle enseigne que les femmes sont tellement pauvres ou elles ne savent pas décoller dans la vie active. Les femmes ne sont pas trop entrepreneurs, elles ont des difficultés d'accéder au crédit. Les femmes ne font pas des grandes affaires, même s'il arrivait aujourd'hui de postuler, elles n'ont pas de moyens pour faire la sensibilisation. Les femmes aujourd'hui, dans tout le domaine, elles ne sont nulle part, peut-être dans les associations associatives, dans les associations féminines, où vous sentez qu'il y a ce mouvement-là d'activisme de femmes qui sont en train de se réveiller petit à petit. Mais sur le plan économique, elle est nulle part. Si vous regardez aussi la gestion des entreprises publiques, privées, c'est rare de voir la femme à la commande de cette entreprise. Dernièrement, on avait une femme à la SONAS qui n'est plus là. On n'a pas de femmes dans des maisons, même des télécommunications, même à des banques. C'est quand même anormal aujourd'hui au Kasaï central. Ils continuent aujourd'hui à envahir notre province. Voilà, merci madame. Peut-être un dernier message, aux femmes du Kasaï central particulièrement, peut-être un mot, un clin d'œil aux autres femmes du monde. En tout cas, je vous dis d'abord merci de nous avoir associés à cet échange pour connaître un peu la vision de la femme au Kasaï central. Je demande à toutes les femmes au Kasaï central aujourd'hui, si nous voulons notre émergence, nous voulons notre intégration dans la gestion de la chose publique, nous voulons décoller, nous voulons être importantes et utiles à la société. Je vous prie de vous intéresser à toutes les actions qui vont de notre intérêt et que les hommes aussi croient à la femme kassaïenne. Elle a tous les atouts, ce ne serait-ce que la volonté de la politique pour l'intégrer. Je demande aux parents d'envoyer les filles à l'école, contrôler les enfants et amener les filles à terminer leurs études et vouloir encadrer leurs ambitions, puisque le Congo de demain, le Kasaï de demain a besoin de ces enfants qui vont relever le défi. Voilà, c'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. C'est bon, on va se quitter ainsi par là. Nous vous disons grand merci pour votre sympathique attention. Et le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés sur le programme de la chaîne des références. Antenne A, votre compagnon de tous les jours, et c'est pour la vie, avec son programme complet sur la